Salam alaikum. Voilà, je suis Hassan Hazal. Je suis affilié au CNRST et pour le moment mis à disposition à l'Institut royal de la formation des cadres pour le sport. Je suis membre président fondateur de l'Institut marocain de télémédecine et santé, membre du bureau international de la Société internationale de télémédecine et membre associé à l'Université Mohammed VI des sciences de la santé, notamment au laboratoire de médecine de précision dirigé par le professeur Najib Idrissi. Oui. C'est bon, c'est bon. Je peux continuer. Voilà, la médecine de précision est un mot qui vient de plus en plus, qui s'impose depuis un certain moment. La première fois où ce nom a fait sensation, c'était à la fin du mandat d'Obama, quand il a lancé la grande initiative de médecine de précision. Mais ce n'est que récemment que ce mot, au même titre que l'intelligence artificielle, a connu un certain regain d'intérêt. Le consortium international a vu le jour en 2019. Et puis récemment, il y a eu un grand programme auquel je participe, euro-africain de médecine de précision, qui a pris fin il y a quelques mois. Alors, qu'est-ce que c'est que la médecine de précision? C'est un terme qui est souvent utilisé comme synonyme de médecine personnalisée. Et puis, il y a eu la mode des médecines 3P, 4P, 5P, 6P, 7P. Généralement, pour dire la même chose, c'est une personnalisation de traitement et de prévention. Donc, pour définir la médecine de précision, voilà, il y a autant de définitions pour le moment que d'experts, mais j'ai choisi cette définition qui serait celle d'une approche médicale qui vise à adapter les traitements et les stratégies de prévention aux caractéristiques individuelles de chaque patient. Ces caractéristiques peuvent être regroupées en trois grands éléments. D'abord, le profil génétique, notamment génomique, et puis ses associés qui sont les autres biomarqueurs des autres niveaux de dogme de biologie moléculaire, autres données biologiques, cliniques, notamment l'imagerie. Donc, l'imagerie constitue l'un des grands piliers de ce premier axe, que celui de la caractérisation génétique des individus. Et puis, il y a le mode de vie, habitudes, comportement, et surtout, ce qu'on oublie, c'est l'environnement. L'environnement qui est souvent utilisé pour faire un peu plus scientifique, changé par le terme exposome. Donc, ces trois grands éléments sont utilisés pour concocter, pour d'abord identifier de façon précise un individu, de façon précise par rapport à son profil santé, afin de pouvoir prescrire le bon traitement au bon patient, au bon moment et à la bonne dose. Donc la médecine de précision, c'est le bon traitement pour le bon patient, au bon moment et à la bonne dose. Et donc, il s'appuie sur pourquoi la médecine de précision n'aurait pas eu lieu s'il n'y avait pas une double révolution. C'est d'abord une révolution scientifique et une révolution technologique. Une révolution scientifique qui nous a permis de comprendre de plus en plus les fondements, les mécanismes physiopathologiques, notamment les fonctions des gènes qui seraient impliqués dans les différentes pathologies. Et puis la deuxième révolution, c'est la révolution technologique qui a permis de pouvoir produire des données massives en commençant par les séquenceurs NGS, nouvelle génération, mais en passant par, bien sûr, les autres niveaux de dogmes, à savoir le transcriptome, le protéome et le métabolome. Et à chaque niveau de ce dogme, il y a eu des nouvelles technologies qui permettent donc de générer beaucoup de données. Ces données permettent donc de faire ce qu'on appelle un profilage moléculaire
de précision qui permettent donc un ciblage thérapeutique de grande précision. Donc c'est cette double révolution scientifique et technologique. Et les objectifs de la médecine de précision pourraient être résumés en ces 4 éléments. Améliorer l'efficacité des traitements, parce que souvent, vous le savez tous, tous les médicaments ne sont pas efficaces chez tous les patients. Réduire les effets secondaires inutiles. Donc les effets secondaires sont associés bien sûr au fait que les médicaments n'ont pas le même le corps humain, les patients ne réagissent pas de la même façon pharmacocinétiquement, pharmacodynamiquement aux médicaments. Et puis, ça permet de mieux prédire le risque de maladie ou le risque de récidive. Et alors, finalement, le 4e avantage, c'est favoriser une prévention personnalisée. Alors, un exemple d'application, le cancer était l'oncologie est l'un des secteurs où la médecine de précision a connu un grand essor. Prenons l'exemple de cancer du sein, notamment ce qu'on appelle le cancer de sein de type R2+. Ce cancer est caractérisé par le fait que la protéine R2, située à la surface de la cellule, il est très amplifié chez les patientes atteintes de cancer du sein, donc qui produisent une surproduction de cette protéine. Donc, cette surexpression est observée chez 15 à 20% des cancers du sein et elle est associée donc à une croissance tumorale agressive, une récidive élevée. Et donc, les médicaments n'agissent pas donc chez tous les types, chez tous les patients de cancer s'ils sont R2+. Donc, s'ils sont R2+, il faut un traitement spécifique. Ici, quelques traitements qui existent déjà sur le marché. Donc, ces traitements spécifiques aux patientes R2+, a permis de réduire significativement le risque de récidive et d'améliorer la survie globale des patients. Et donc, ces médicaments ne seraient pas efficaces chez les patientes qui ne sont pas caractérisées R2+. Alors, pourquoi cet exemple est un bon exemple de médecine de précision? C'est parce que le statut R2 de la tumeur guide donc la décision thérapeutique et permet d'adapter le traitement aux caractéristiques moléculaires spécifiques de ce type d'individu. Bien entendu, ça c'est un seul gène, mais le problème c'est que, vous le savez, ces cancers, on est passé de quelques gènes à un panel de gènes aujourd'hui qui passe à 180 gènes qui seraient impliqués de façon plus ou moins évidente, plus ou moins forte dans les cancers. Et dans chacun de ces gènes, il y a plusieurs mutations, plusieurs variants. Et donc finalement, le cas R2 devient un cas assez élémentaire. Et quand on atteint ce nombre de gènes, le challenge il est énorme en termes de comment pouvoir exploiter ces différents gènes, les milliers de variants associés à ces gènes, pour prescrire un traitement personnalisé. Ici, quelques gènes les plus connus, que tout le monde connaît, mais qui sont tous impliqués qui sont tous intégrés dans les panels qui sont intégrés dans les panels d'évaluation ou de stratification ou de classification de cancer du sein. Et donc, ça, c'est la première révolution scientifique qui a permis de caractériser ces gènes et les 180 autres gènes déjà connus. Alors, ça, c'est donc, comment on a pu atteindre ce nombre énorme de gènes et de variants? C'est donc grâce à la deuxième révolution, la révolution technologique, qui est notamment le NGS, le séquençage de génome entier ou de l'exome.
Et donc, ce séquençage ODB a permis donc d'identifier des altérations génétiques, somatiques ou germinales qui contribuent donc à la susceptibilité, à la croissance tumorale, à la résistance au traitement, etc. Alors, pour pouvoir traiter ce nombre énorme de gènes et de variants, il fallait donc passer à la bioinformatique. Et donc, l'un des axes de la deuxième révolution, c'est la révolution des logiciels, la révolution des algorithmes, des logiciels et des méthodes bioinformatiques. Ici, sont rentrés dans les détails, je cite quelques secteurs dans lesquels on a développé des outils. Et pour vous dire, ce n'est qu'une petite proportion des outils qui existent déjà et qui sont utilisés de façon routine dans l'analyse des variants et des séquences de laboratoire de diagnostic qui font notamment les panels ou les exemples. Alors, bien sûr, il y a des intégrateurs de ces différents outils bioinformatiques qui sont de plus ou moins commerciaux. Notamment, je fais mention aux panels commerciaux de profilage de cancer du sein, tels que Foundation One, OncoDeep, Caris Molecular Intelligence et MSF Impact, sans être exhaustifs, mais c'est pour vous donner juste une idée de cette révolution sous-jacente de cette médecine de précision qui est d'abord une révolution technologique et bioinformatique. Voilà quelques outils, quelques intégrateurs commerciaux bioinformatiques qui sont aujourd'hui utilisés dans le laboratoire de diagnostic pour pouvoir classifier et stratifier les cancers et les profiler, faire un profilage moléculaire qui permet donc de pouvoir aller vers un traitement personnalisé. Alors, ce panel de pathologies candidates à la médecine de précision a démarré par le cancer, mais aujourd'hui, il est élargi à différents types de pathologies. Théoriquement, toutes les pathologies seraient, in fine, approchées par la démarche de médecine de précision, notamment les maladies rares, les pathologies inflammatoires ou le diabète. Alors, toujours avec cette même logique, faire un profilage moléculaire très avancé, qui commence par le génomique, mais qui ne s'arrête pas là, qui va au-delà de la génomique, qui va au-delà, pour la génomique, il y a les différents niveaux, donc phénomique, génomique, exposomique, métabolomique, protéomique, épigénomique, microbiomique, et on peut continuer. Donc, l'omique n'aurait jamais été possible, ce terme omique, s'il n'y avait pas cette révolution technologique. Et un exemple de ce qui est assez nouveau, c'est l'exposome, donc l'environnement qui est récemment intégré en tant qu'élément de la médecine de précision. Ici, dans le cas de la polyarthrite rhumatoïde, et j'aimerais là juste pointer sur dans la partie exposome de ce qu'on appelle aujourd'hui le sociosome ou le digitosome. Le digitosome, nous sommes dans un environnement de plus en plus digitalisé et il faut donc prendre en considération cette exposition de plus en plus forte aux outils digitaux qui nous entourent et la radioactivité qui est associée, le 5G et les ondes 5G, etc. Et donc c'est un élément qui doit être pris en considération dans toute association, dans toute approche de médecine de précision. Donc un cas très connu, dans la médecine de précision, c'est celui de Angelina Jolie qui a fait une ablation de ses seins suite à une identification d'une variant de BRCA1 à BRCA2 connue pour être impliquée dans le cancer du sein, mais elle a des variants qui seraient très agressifs. Et donc, il a opté pour une ablation, pour une solution agressive également. Donc, dans cette boucle de médecine de précision, donc, on fait des tests prédictifs, notamment par la génétique. On fait de la pharmacogénomique, donc essayer de voir comment ces variants vont conditionner la réponse aux différents médicaments.
pour donner le traitement adéquat et donc ce traitement devrait être personnalisé. Donc c'est la boucle de médecine de précision. Ici, un exemple de différents traitements qui sont en fonction de différents profils génétiques, un peu simplistes parce qu'ils prennent en considération un ou quelques gènes, mais aujourd'hui, il y a, comme je l'ai mentionné, des algorithmes qui prennent en considération l'ensemble des gènes. Vous avez tous connu, entendu parler de ces tests, de ces tests prédictifs commerciaux tels que celui de 23andMe, Ancestry, Toolbox, Nebula Genomics, etc. Ce sont des sociétés qui vous proposent à un prix assez dérisoire de faire des tests prédictifs. Ces sociétés, vous le faites dans un cadre plutôt récréationnel, à titre informatif, mais pour le moment, ils n'ont pas encore pignon sur rue pour pouvoir passer à un niveau diagnostic. Donc ces résultats, moi j'ai fait le test, ils sont assez forts, assez puissants, mais sauf qu'ils n'ont pas encore eu la validation diagnostique. Bien sûr, il y a débat, il y a des gens qui n'y croient pas. Donc, pour juste vous donner une idée sur cette révolution technologique, donc c'est le séquençage. On est passé d'un séquençage de quelques centaines de nucléotides par jour au séquençage de deuxième et troisième génération qui va produire un génome humain en 1 heure avec un prix de $100. L'un des grands fabricants, des grands fournisseurs de ce séquençage génome est le fabricant Illumina. J'ai eu la chance de participer dans les premières versions NGS avec Illumina il y a un certain moment quand je faisais un postdoc. Et puis Illumina, elle produit différentes versions. Et généralement, il faut faire très attention quand on veut acheter un Illumina. Souvent, les gens veulent acheter un Illumina juste pour le show, sans pouvoir même se soucier de l'utilité de ce Illumina dans un contexte marocain. Nous avons une 60aine de NGS au Maroc. Permettez-moi de vous dire qu'aucun de ces NGS ne fonctionne correctement actuellement. Je veux dire correctement, il fonctionne, mais pas correctement, convenablement, d'où la nécessité de pouvoir donc réfléchir collectivement à une meilleure façon d'exploiter ces outils qui coûtent quand même très cher et dont le consommable coûte énormément très cher. Donc ces NGS, ces séquenceurs de haut débit qui permettent aujourd'hui de passer d'un génome à 3 milliards de dollars à un génome qui coûte $100. $100, voilà, je crois, j'ai pas ici soit, je reviendrai, mais le prix aujourd'hui, en 2025, serait de $100. Alors, pardon, qu'est-ce que juste pour, au passage, dire l'analyse de ces... Donc, avant de pouvoir, pour une pathologie donnée, pouvoir donner un traitement personnalisé, il faut faire un profilage moléculaire. Ce profilage commence d'abord par le génome. Alors, pour analyser le génome, on va analyser les variants, ces mutations qui font la différence entre les différents individus. Et alors, nous avons deux technologies, soit analyser, séquencer le génome en entier et le comparer au génome de référence qui est américain, et donc d'où l'utilité d'avoir un génome national de référence. Et puis, il y a une variante technologique qui, au lieu de séquencer tout le génome, on va séquencer uniquement la partie variable de ce génome. C'est la technologie qui s'appelle SNP Array. La première coûte pour le moment quelques 500 à $1000. La deuxième coûte entre 70 et $100. Alors, dans la première, voilà le type de fichier qui sortent de la première machine. Donc, vous avez dans un fichier typique, vous avez, vous voyez, les AGT-TCG. Dans un fichier typique, vous avez au moins 10 millions de fragments. Donc, vous imaginez, sans informatique, sans algorithme, sans outils bioinformatiques, impossible de faire de la médecine de précision.
La deuxième technologie SNP Array, voilà le type de fichiers qui sortent. Donc là, la première colonne, vous voyez, il commence par RSID. RSID, c'est l'identifiant dans la base de données internationale des SNP, c'est-à-dire des mutations qui font cette individualisation de chacun de nous. Et là, donc, dans les SNP Array, pour le moment, la technologie, il atteint environ 1 million de variants. On est loin des 5 millions à 10 millions qui seraient présents dans une population telle que la population marocaine. Alors, il y a des algorithmes qui permettent à partir de ces variants pouvoir vous donner votre profil d'abord génétique, mais aussi pouvoir vous donner ce qu'on appelle un régime alimentaire qui serait spécifique. Donc il y a ici ce logiciel Xcode, je l'ai essayé moi-même, donc il utilise toujours l'avancée scientifique au niveau de la connaissance des gènes et des variants qui seraient impliqués dans les régimes diététiques. Voilà, pour le moment on a atteint ce niveau-là, mais on est déjà dans l'âge primitif ici. Okay. Donc voilà par exemple ce profil, il conseille à la personne qui a ce profil génétique d'avoir un régime qui serait de ce type-là. Et bien sûr, il peut vous donner les différentes tolérances, intolérances et allergies. Il y a aussi ce genre de profilage génétique vous permet aussi, étant moi travaillant dans un institut de sport, il vous permet aussi de faire ce qu'on appelle un programme d'entraînement personnalisé. Voilà. Ici, vous avez deux types de sports, sport de puissance et sport d'endurance. Alors, la personne que j'ai analysée ici, il est plutôt fait pour un sport de puissance qu'un sport d'endurance. Et voilà un programme personnalisé par rapport aux variantes. Et donc, j'ai donné ces exemples de nutrition et d'entraînement sportif pour vous dire que c'est la même logique pour pouvoir donner un traitement personnalisé. Alors, donc, Gene Fitness, et puis, pardon. Alors, ça me permet d'aller vers une synthèse pour... on n'a pas le temps pour aller dans les détails. Il y a aussi mon ami professeur Najib Idrissi qui va passer à la partie clinique. Mais pour résumer, pour faire de la médecine de précision, il y a trois choses importantes. Il y a les données génomiques, cliniques, environnementales, exposomes et modes de vie, qui doivent être exploités par des algorithmes. Ces algorithmes, ils existent depuis un certain moment. Depuis un certain moment, ils commencent à être appelés intelligence artificielle, mais en fait, c'est des algorithmes qui existent depuis pas mal de temps, qui permettent de faire trois choses essentielles: la classification, la détection de patterns et la prédiction de risques. Et donc, on ne peut pas faire des algorithmes, on ne peut pas exploiter des algorithmes si on ne maîtrise pas les outils de programmation. Et puis, ces trois éléments, ils doivent aboutir, donner à la partie clinique. Et donc, je laisserai à professeur Najib Idrissi le soin de passer à la partie clinique de la médecine de précision. Et j'espère qu'on aura l'occasion de discuter l'une ou l'autre chose. Voilà. Merci beaucoup, professeur Hassan Ghazal, pour cette présentation. D'ailleurs, vous avez fait une très bonne introduction concernant la médecine personnalisée ou de précision. Il faut savoir une chose, l'avenir, c'est que le médecin de famille, moi j'aime pas le terme médecin généraliste, médecin de famille, qui prend toute la famille. Et parmi ses rôles, c'est la prévention. C'est très important. Prédire une maladie, c'est son rôle pour toute la famille. Et en se basant sur des profils génétiques, bien sûr, ce qu'on n'a pas eu comme enseignement avant, c'est la médecine génomique. Maintenant, actuellement, c'est la référence. Un médecin qui n'est pas formé en médecine génomique ne peut pas